va pas se mentir. Personne ne rêve d'avoir un enfant différent. Et aujourd'hui, je suis là pour vous raconter notre histoire. Bonjour, je m'appelle Raïssa, je suis la maman de Méziane, un petit garçon autiste sévère de 7 ans et demi. Bonjour, je suis Vérane, la maman d'un garçon de 9 ans qui a été diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'autisme il y a 2 ans et qui se prénomme Célian. Bonjour à tous, je m'appelle Maëva Martini. Je suis maman d'un petit garçon autiste sévère et non-verbal qui s'appelle Gabriel. Il va très bientôt avoir 7 ans. Et je suis également la présidente de l'association Blue Family. Méziane évolue normalement jusqu'à l'âge de 12 mois, donc il babille, il regarde dans les yeux, il aime le contact, il aime les câlins. Donc à partir de 12 mois, je constate que Méziane ne sait plus manger tout seul, ne veut plus marcher, n'aime plus le contact tout simplement. Donc cela m'inquiète, donc je prends la décision d'en parler au médecin qui me dit que c'est normal. Donc ça continue, c'est de plus en plus pire. Donc du coup, je prends contact avec le pédiatre qui me dit la même chose, que c'est normal. Donc moi, entre-temps, je fouille sur Internet pour savoir qu'est-ce qui se passe avec, pour voir qu'est-ce qui se passe avec mon fils. Donc en fouillant, en écrivant ses particularités, je découvre le trouble du spectre autistique. Donc cela m'inquiète. Célian a toujours été un petit peu différent, avec des crises qu'on ne comprenait pas toujours, des réactions différentes des autres enfants, peu de contact en dehors de maman. Mais bon, on s'était dit que ça passerait, que c'était lui. Et puis, avec le temps, vers 4 ans, sont apparues des phobies, des angoisses qui sont montées un petit peu crescendo jusqu'à vraiment exploser lors du confinement de 2020, le premier confinement, où c'est allé très loin dans les manifestations des troubles, où il était vraiment pas bien et où il a commencé à se faire du mal et à avoir des idées très noires. Alors pour moi, les premiers signes qui sont apparus, qui m'ont alerté sur son autisme, c'était les difficultés lors de l'allaitement, qu'il était très attiré par le bruit et la lumière, vraiment littéralement le premier jour dès sa naissance, qu'il avait au fil des mois des moments d'absence, comme dit très souvent l'expression, qui sont dans la lune, des absences de regard et de réponse lorsqu'on l'appelait. Pourtant on faisait tout ce qui était possible, on passait la main devant son visage, on essayait de l'appeler, on mettait des objets devant lui, mais rien du tout. Il répondait très très rarement. On s'est très vite rendu compte qu'il avait un amour littéralement pour tout ce qui tourne. Suite à ça, de fil en aiguille, au fil des mois, on s'est rendu compte qu'il avait un retard de développement à tous les niveaux. Il a quasiment pas fait le 4 pattes. Il a eu énormément de mal à s'asseoir. Il a marché, il avait à peu près 1 an et demi. Et voilà, tous ces retards nous ont vraiment beaucoup questionnés. Et aussi, ce qui nous a vraiment questionné au bout d'un moment, c'est qu'il ne parlait pas. Donc je prends un rendez-vous chez l'ORL, un rendez-vous chez une ortho et on a des rendez-vous rapidement. Donc l'ORL découvre rien et l'orthophoniste, tout de suite, je dis à l'orthophoniste que mon fils est autiste. Donc, après son bilan, ça s'avérera que Méziane entre bien dans les particularités de l'autisme. Donc elle me dirige vers le CRA qui me redirigera vers les DAP de la possession. On a un rendez-vous dans les 6 mois. Donc tous les bilans sont faits, donc psychomoteur, orthophoniste et pas mal de choses. Donc le diagnostic sera posé en mars 2019. Donc à partir de là, nous nous sommes orientés vers le CMP. Nous étions à Mayotte à l'époque et il faut savoir qu'il y a très peu de professionnels et de moyens sur place. Donc nous avons été orientés vers l'association Autisme Mayotte, grâce à laquelle nous avons pu faire passer le diagnostic à Célian et enfin avoir un mot sur ce qu'on vivait. Donc ça a permis de prendre les choses en main et notamment de décider de venir s'installer à La Réunion pour qu'il puisse avoir un suivi adapté. J'avais fait le choix de choisir une pédiatre. Au bout de quelques mois, je commençais à faire part de mes doutes
À cette pédiatre, Gabriel avait à peine quelques mois, il avait moins d'un an déjà. Donc je lui ai fait part de tous mes doutes, de toutes mes observations. Elle m'a demandé d'attendre parce que pour elle, c'était peut-être un léger petit retard. Donc j'ai patienté, mais les mois, les jours, les semaines passaient et je voyais des choses qu'elle ne voyait pas. Pour en arriver à ce qu'elle me croit, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, Gabriel a très très mal réagi à un vaccin lorsqu'il avait 11 mois. Donc voilà, il a fallu cet événement pour que la pédiatre lance la démarche d'orientation vers le CAMS. On a été sur liste d'attente pendant quelques mois. Tout a commencé avec le premier rendez-vous avec la pédopsychiatre et le docteur. Ils nous ont posé un certain nombre de questions. Encore une fois, je me sentais incomprise de cette situation en fait. Tout ça a duré en tout et pour tout 1 an. Pendant ces 1 an, Gabriel a été observé sous toutes ses coutures afin de savoir s'il était pertinent de l'orienter vers l'EDAP. Le diagnostic a été posé en moins d'1 mois. Un matin d'avril, le diagnostic tombe. Gabriel est autiste élevé. Après discussion avec la pédopsie, il s'est avéré que c'était bien plutôt un autisme sévère. L'année d'avant, Méziane a fait quand même sa rentrée. Je parle de ses difficultés à la directrice qui tout de suite nous met dans une case parce que Méziane n'est pas propre. Méziane ne parle pas, donc il ira en petite section 1 heure par jour avec une absence au début. Puis il aura son AVS où là toutes les difficultés vont s'avérer et s'accélérer. Donc il finira l'année avec 1 heure par jour. Donc voilà. Puis il entre en moyenne section. Et là encore plus de difficultés vu que la directrice est sa maîtresse et elle verra que Méziane a beaucoup de difficultés à l'école, donc ça va amener à beaucoup de stress. Donc Méziane se rendra très rarement à l'école vu qu'il fait pas mal de problèmes du trouble de comportement. Donc il finira l'année avec sur une année d'école, peut-être 4 mois d'école à 1h30 par jour. Donc voilà. Et en grande section, bon, la maîtresse semble plus investie et acceptera les aménagements que j'avais proposés en moyenne section. Donc, et le CRA interviendra aussi. Donc, puis en novembre 2020, la maîtresse partira en congé maladie et ce sera de plus en plus pire pour Méziane. Donc les troubles du comportement vont augmenter. Il voudra plus aller à l'école, donc il voudra même plus passer le portail. Donc on essaie quand même de l'envoyer à l'école de temps en temps, mais pareil, il finira l'école avec à tout casser 1h30 par semaine. Puis en mai 2021, je prends la décision de commencer l'IEF, de le déscolariser. Et là, je retrouve un autre petit garçon, heureux de venir de travailler avec maman. Nous sommes entourés de professionnels compétents qui comprennent notre situation et ça va aller que dans le positif pendant 2 ans. De 2021 à 2023, enfin à 2022, donc on travaille les groupes d'habilité sociale, donc c'est la difficulté de Méziane. Les spécificités sensorielles, donc un gros travail en amont. Donc on essaie quand même qu'il soit... Moi je fais la partie scolaire et les professionnels s'occupent de la partie on va dire du TSA. Donc voilà, donc Méziane évolue dans le positif et malgré que notre orthophoniste en mars 2022 nous propose une pause, donc on va faire une pause. Donc on essaie de pallier à ce manque de spécialistes. Donc ça va quand même bien se passer jusqu'en octobre ou en octobre 2022 où Delphine nous annonce qu'elle va partir. Donc là c'est
c'est compliqué pour nous, lui comme moi, donc parce que nous comptons beaucoup sur Delphine car elle faisait un gros travail de gestion autour des professionnels. Elle était là pour nous aider, donc ça met un gros moral. En octobre, elle essaie quand même de mettre en place des choses avant qu'elle parte, donc bon, Méziane prend la porte descendante, donc ça va avec les troubles du comportement qui recommencent, les violences, violence, façon de parler, donc il va commencer à frapper, donc surtout moi. Au niveau des défis du quotidien, Célia, on ne peut pas rester seule dans une pièce. Donc ça demande des aménagements. Par exemple, son frère dort dans la même chambre que lui, parce qu'il ne peut pas dormir seul. Il ne peut pas prendre sa douche seul. Il ne peut pas rester seul dans une pièce. Donc il faut toujours qu'il y ait l'un de nous qui restions avec lui. Au niveau physique, il va avoir des sensations au niveau proprioceptif, c'est-à-dire qu'en fait, s'il prend par exemple le bateau, l'avion ou un manège, qui fait un manège, en fait quelque chose qui va lui donner un mouvement, le soir, il va avoir cette sensation de mouvement qui va revenir et qui va lui activer sa phobie de vomir. Et donc voilà, donc on sait maintenant qu'il faut qu'il s'allonge par terre. On a une bassine rétractable qu'on a depuis maintenant très longtemps, donc bien avant le diagnostic, puisqu'en fait avoir une bassine, ça le rassure. Et aussi dans les défis du quotidien, on a tout ce qui va être les attendus sociaux, donc les papis et mamies qui veulent des câlins, c'est le camarade d'école qui va l'accueillir en le prenant par le bras et c'est lui qui va aller sauter par-dessus le muret comme il a l'habitude de le faire. Et pourtant, qui nous dira, maman, j'ai un copain à l'école, alors que le copain lui sera un peu déstabilisé que Célia n'ait pas répondu favorablement à son geste. J'ai rencontré un certain nombre de difficultés, comme beaucoup de parents. J'ai fait part de mes doutes à ma famille, à mon concubin, qui ont eu un petit peu du mal à me croire au début. Ils pensaient que j'abusais un petit peu dans mes dires, etc. Et au fil des mois, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'observer les mêmes choses que moi. Il faut essayer de ne pas focaliser là-dessus et essayer de se dire ils ont pris le train en route et c'est déjà bien. L'une des difficultés qu'on a rencontrées aussi au CAMS, ils n'avaient plus d'orthophoniste, donc j'ai dû aller en libéral. Donc j'ai cherché de moi-même. Donc j'ai donné un maximum de détails et de par ça, ils ont pu comprendre quand même que Gabriel rencontrait un certain nombre de difficultés. Et surtout le fait qu'il soit non-verbal, donc c'était vraiment en ce sens que je m'étais orientée vers l'orthophoniste. Et de fil en aiguille, elle a commencé à mettre en place le PEX, sauf que Gabriel, à l'époque, et encore à l'heure d'aujourd'hui, ça ne faisait pas sens pour lui en fait, il ne comprenait pas vraiment ce qu'il devait faire de ça. Et au-delà de ça, il y avait aussi l'aspect sensoriel. C'est transparent, ça brille et Gabriel, il adore la lumière, donc il était plus focus sur l'aspect du picto qui brille que l'utilisation lui-même. Généralement, les enfants autistes, ils font du flapping, c'est-à-dire ils font comme ça, un peu comme des ailes de papillon. Moi, le mien, il fait comme ça, il fait des marionnettes. L'un des très gros freins aussi que rencontrent les familles, c'est vraiment cette stigmatisation, cette peur en fait qu'ont les familles du jugement des autres qui ne sont pas au fait du handicap invisible, de la différence. La peur qu'on a pour certains, c'est d'annoncer à la famille, annoncer aux amis, annoncer à tout l'entourage. Donc du coup, elle nous met en contact avec Clémentine. Elle aussi, elle fait un beau travail avec Méziane, donc Méziane commence à reprendre confiance. Donc à côté de ça, j'essaie quand même de mettre en place de nouveau un emploi du temps assez fixe pour qu'il évolue. Donc, mais à savoir que pendant ces 2 ans, Delphine a fait un gros travail. Donc, surtout au niveau sociabilisation, au niveau du langage. Donc, c'est que du positif que Delphine soit passée dans notre vie. Donc, après tout cela, bon, là, cette année, on est entouré après Clémentine, on a fait la connaissance d'Isabelle qui, reprend un petit peu le travail de Delphine et maintenant ça va. On est
apaisé. Donc, il y a eu des hauts et des bas pendant toutes ces années, mais il faut rien lâcher. Nous, on a vraiment ressenti beaucoup de soulagement quand on a eu le soutien du CRA, du Centre de ressources pour l'autisme, pour monter le dossier MDPH. C'est compliqué, c'est lourd, et c'était très bienvenu. Et au niveau des enseignants à l'école, quand on a eu des enseignantes qui ont compris le fonctionnement de Célian, qui ont été compréhensives envers l'autisme, ça a vraiment été un soutien mais tellement immense pour la scolarité de Célian, qui enfin a trouvé une place à l'école et qui a arrêté de détester l'école, ce qui est déjà pas mal. Moi, concernant Gabriel, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore réussi à mettre en place de type support visuel, parce que Gabriel, lui, il a tendance à aller, on a tenté, mais il a tendance à aller vers ses supports et à aller les déscratcher, à les mettre en bouche, etc. J'essaye de faire beaucoup tous les petits magasins de loisirs créatifs pour lui trouver plein de petits outils d'embellissement pour lui faire des petites activités. Et pour lui créer des petits espaces, par exemple un lit cabane, pour qu'il ait son petit espace de retrait. Moi, ce que j'ai fait, du fait que Gabriel est un énorme besoin vestibulaire, à la fenêtre, il y a un grillage en fait. On a recouvert pour que lui, en fait, il ait autant son intimité et autant qu'il glisse pas la main. Et j'ai rajouté sur le fond de la fenêtre un petit matelas de gym. Donc en fait, je lui ai aménagé ce petit coin. Il aime vraiment ce petit temps où il va se mettre... il est un petit peu dans sa petite bulle en fait, dans ce petit espace-là. Et puis il voit ce qui se passe à l'extérieur parce qu'en permanence, on est très souvent à la maison. On a passé presque une année à essayer d'aménager notre jardin qui n'était pas du tout adapté. On vient tout juste de finir les travaux pour pouvoir lui installer un grand trampoline. Du coup, voilà, dans la chambre aussi, j'ai oublié, on a fermé son placard parce que l'idée, c'est qu'à un moment, il arrive à rester seul dans sa chambre. Donc là, on est en train de tout mettre en place pour que vraiment, dans les meilleurs délais, il puisse être seul dans sa chambre de façon autonome et sécure. Voilà. Et du coup, la cuisine qui n'avait absolument pas de porte. Et ça devient vraiment très très compliqué au fil des années. Et j'ai aussi pu avoir avec mon bailleur une place PMR. Et dernièrement, les aménagements dans les lieux de vie extérieurs que la maison, c'est-à-dire l'école, dans le cas de Gabriel, le centre aéré. Et j'oubliais une des données vraiment les plus importantes à l'école, ce sont les AESH. Par exemple, dans le cas de Gabriel, lui, il a énormément de difficultés à rester en place, donc cette AESH individualisée, parce que Gabriel a un autisme sévère et on a vraiment besoin, elle est là pour le guider, pour le poser, pour l'aider à se poser, à se recentrer, à se canaliser, etc. Et à l'accompagner tout du long de la journée. Gabriel a beaucoup de chance, il est tombé sur une AESH vraiment très investie et il y a d'énormes changements, il y a vraiment d'énormes changements, donc voilà, un petit clin d'œil aux AESH. De façon assez surprenante, alors qu'il n'a pas énormément d'empathie envers tout le monde. Il va avoir une empathie exacerbée pour tous ceux qui considèrent comme moins forts. Donc par exemple, justement, d'autres camarades qui ont des troubles et qui sont un peu rejetés. Il va vouloir les inviter à son anniversaire et les défendre, pas les laisser seuls. Aussi pour les personnes qui vivent dans la rue, les personnes désœuvrées. Il a beaucoup d'empathie, et aussi pour tout ce qui est les animaux errants. Un jour, il m'a dit « Mais maman, est-ce que tu penses que ma sensibilité envers les animaux, ça vient de mon autisme ?» Je lui ai dit « Il y a plein d'enfants qui ont une sensibilité, mais peut-être qu'en effet, l'autisme va accentuer ta sensibilité. » Il m'a dit « Alors maman, tu sais, je crois que l'autisme, c'est une chance. » Et puis aussi dans les autres spécificités, il est très très bon en maths, ça c'est un peu dans le cliché, mais pour le coup lui il est très très bon en maths, en calcul mental, et en basket. Alors le basket, il est très très fort pour dribbler, il arrive à rester concentré sur son ballon en courant, quels que soient les gens qui sont autour de lui, il les esquive, concentré sur le ballon à fond. Par contre, il aura un peu plus de difficultés sur la défense, mais ça fait de lui un très bon joueur de basket. Grâce au CESAD et à l'école, qui ont toujours su l'accompagner avec beaucoup de bienveillance, ce qui fait que Gabriel, se sentant dans un cadre sécure, a pu être pleinement lui,
que Gabriel s'adaptait de mieux en mieux au changement de lieu, au changement de personne, au point qu'on a pu mettre en place, avec l'aide de la ville, du CCS et plus précisément du pôle handicap, mettre en place le centre aéré. À force d'avoir tenté de nombreuses expériences d'ordre vestibulaire, il a développé la confiance en soi et la conscience de son corps. Il y a vraiment un avant et après entre le Gabriel très maladroit et le Gabriel de maintenant qui est, mais c'est un funambule quoi. Franchement, il tombe toujours au bon endroit, c'est hallucinant. Mais il connaît tellement son corps au millimètre près et son matériel aussi du coup. Autre chose aussi que Gabriel fait vraiment super bien, c'est tout ce qui est numérique. Il a compris le téléphone et la tablette en l'espace de même pas quelques heures en fait. C'est à ce moment-là aussi qu'on a constaté que Gabriel arrive à se concentrer. Une petite anecdote, il y a encore 3 semaines, j'étais chez le médecin généraliste et il m'a fait une réflexion en me disant que je lui ai expliqué que voilà, on avait quelques difficultés à trouver des professionnels compétents. Et il m'a dit de tout simplement, s'il n'y a pas moyen de l'enfermer, on parle de l'EPSMR, donc j'ai pris sur moi et comme quoi il faut jamais, jamais baisser les bras en face de ces réflexions inutiles, donc voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ah mais il a pas l'air autiste, dont la famille et des fois des amis, mais il a pas l'air autiste. Bah oui, vous le voyez dans son environnement et puis il sait ce qu'on attend de lui, donc il compense. Mais après dès qu'il va être seul avec nous, il va pouvoir se lâcher, il va décompenser, ça va être des grosses crises et les gens sont pas là dans le défi du quotidien. Alors oui, il a pas l'air autiste, mais c'est pas parce qu'il a pas l'air autiste que son fonctionnement n'est pas autistique. Et puis aussi on entend souvent ah mais il est surdoué, non ils sont surdoués souvent. En fait non, il n'y a pas de spécificité. Tous les enfants, tous les autistes sont uniques et Célian est unique à sa façon aussi. Une anecdote qui m'a un petit peu fait rire mais en même temps un petit peu chagrinée, c'est que j'ai annoncé à des amis que mon fils était autiste, mais de façon très joyeuse en fait, parce que j'étais vraiment très contente que le diagnostic soit enfin tombé, que je ne me sois pas trompée, etc. etc. Et l'une de ses amies, ayant elle-même un enfant autiste, elle n'a pas compris en fait pourquoi j'annonçais ça avec autant de joie et autant de légèreté en fait, mais je ne me vois pas annoncer ça en pleurant en fait, parce que c'est pas une fin en soi. Personne ne rêve d'avoir un enfant différent. C'est peut-être un petit peu violent dit comme ça, mais on va pas se mentir. Personne ne rêve d'avoir un enfant différent. Notre enfant, il est là maintenant, on l'accepte et on l'aime dans sa totalité, dans sa globalité. Mais on n'est pas maso. Personne ne rêve d'avoir un enfant différent et le reste qui va avec en fait. Parents, vous êtes les premiers acteurs de la vie de vos enfants. Donc, même s'il y a des coups bas, il faut savoir remonter la pente. Donc, comme moi, c'est pas facile tous les jours. Donc, je pleure toujours par moments. Mais voilà, on sait que pour nos enfants, on est capable de tout. Donc, je vous encourage à continuer. Donc, surtout si vous venez d'entrer dans ce monde, il ne faut jamais baisser les bras. Alors, je compte sur vous. Je me rends compte de s'entourer de personnes qui ne jugent pas. Parce que lorsqu'on est dans un environnement non jugeant, on est beaucoup mieux, l'enfant est mieux. Nous, en tant qu'adultes, on est mieux. Et ça crée beaucoup de détente et ça crée vraiment un environnement qui est beaucoup plus sain et agréable pour tout le monde. Et puis sinon, c'est classique, mais les routines, ça nous aide énormément. Tout ce qui est routine, et puis aussi anticiper, prévenir à l'avance de ce qu'on va faire, du changement s'il y en a un, parce que voilà, tout ce qui va être impromptu et soudain est assez déstabilisant, pour lui en tout cas. Il est là pour moi de vous laisser quelques conseils. Alors déjà, dans un premier temps, rapprochez-vous du CRA. Je peux vous promettre que ça a très clairement fait la différence dans mon quotidien. Mais de toute façon, vous n'êtes pas seul, vous avez des professionnels autour de vous. N'hésitez pas à leur en faire part pour qu'ils puissent vous aider à mettre tout ça en place. Trouvez un professionnel qui est à l'écoute. Si vous voyez que ça ne le fait pas, changez de professionnel tout simplement. Au début du parcours, quand le diagnostic n'est pas encore posé, donc le plus simple, filmez. Ce sera beaucoup plus simple
pour les professionnels de comprendre ce que vous voulez raconter par le biais d'une vidéo. Prenez confiance en vous. Nous sommes les experts de l'autisme de notre enfant. Faites des recherches, formez-vous. Un autre conseil, entourez-vous d'autres parents d'enfants autistes. Vous pouvez les trouver soit dans les ateliers du CRA, ou soit sur les groupes Facebook, entre autres, privés. L'autre conseil, c'est de vous rapprocher du GIPSAP, G-I-P-S-A-P. Sur Facebook, vous allez les trouver sous le nom de la Réunion des aidants. Je vous dirais aussi, faites des professionnels qui vous entourent, vos alliés. Ensuite, je vous dirais de mettre en place des routines. Parce que nos enfants ont besoin d'un cadre sécure. Utilisez des supports visuels pour aider vos enfants à se repérer dans le temps, dans l'espace et dans la communication. Je vous encourage vraiment tous à faire le nécessaire pour que vos enfants ou vos élèves, enfin peu importe vous qui me regardez actuellement, mettez en place tous ces aménagements. J'ai appris lors de formation que nos enfants ont besoin de beaucoup plus de répétitions qu'un enfant lambda. Je vous dirais que si vous avez la force et le courage, n'hésitez pas à rejoindre une des associations de l'île, peu importe celle qui vous parle le plus. Voilà, maintenant je vais donner quelques petits conseils aux professionnels. Alors, je vous dirais dans un premier temps de faire de plus en plus confiance aux ressentis des parents. Parce que c'est nous qui vivons ce quotidien avec ces enfants, c'est nous qui sommes le plus à même de pouvoir vous dire qu'il y a un souci. Donc, s'il vous plaît, soyez un peu plus à l'écoute et faites-nous un petit peu plus confiance. Formez-vous régulièrement. Vous avez le CRA qui est là pour ça. Ils ont vraiment de superbes formations et ils sont vraiment très ouverts. Ailleurs aussi, ça peut être des formations de métropole. Et surtout, sachez que sur Internet, il existe de nombreuses ressources gratuites de grande qualité. On se fera un plaisir de vous donner ces diverses ressources en ligne. Un autre petit conseil, si vous avez l'occasion de rencontrer des personnes autistes, adultes ou enfants qui sont en capacité de parler, échangez avec eux. Parce qu'après tout, ce sont eux les mieux placés pour parler de l'autisme et de vous expliquer ce qu'il en est. Ensuite, je vous dirais aussi de vous rapprocher des associations. Ensuite, je vous dirais encore, faites des familles vos alliés et non vos ennemis. Ce sont vos meilleurs alliés dans cette aventure pour apprendre à mieux comprendre le fonctionnement de nos enfants et pouvoir les aider au quotidien. Pour finir, je dirais que il n'y a pas de honte à avoir un enfant différent, c'est un monde extraordinaire. Donc, n'écoutez pas n'écoutez que le positif et le négatif, laissez derrière vous. Et merci de m'avoir écouté. Pour le mot de la fin, je voudrais dire que j'ai une confiance totale dans ses capacités à trouver une place qui sera la sienne dans la société. J'ai confiance dans le fait qu'il arrivera à trouver son épanouissement personnel aussi. Et j'ai vraiment confiance en lui et je trouve que de plus en plus dans notre société, il y a une connaissance et une ouverture à l'autisme et aux différences, pas qu'il y a pas que l'autisme. Et du coup, je suis confiante qu'il puisse avoir un bel avenir. Et un petit message pour tous les professionnels qui mettent déjà ces conseils en place depuis longtemps. Je voulais vous dire un grand merci. Alors mon message d'espoir pour les parents et les professionnels serait que l'autisme est une différence, pas une maladie. Les personnes autistes ont des talents et des compétences uniques à offrir au monde. Et avec les bonnes ressources et les bonnes approches, elles peuvent réaliser leur plein potentiel. Il est important de se concentrer sur les points forts que chaque personne autiste, de les soutenir dans leurs défis et de les aider à trouver leur place dans la société avec un soutien adéquat et une compréhension accrue de l'autisme. Nous pouvons tous travailler ensemble pour créer un monde plus inclusif et respectueux pour tous. Merci à tous.